mon petit master, mais après arrivé sur le marché de l'emploi, voilà, j'ai fait un job d'assistante commerciale parce qu'on m'a dit non, tu peux pas prétendre à un statut cadre. J'étais au salaire portugais, j'ai pas de souci à dire gagner un tout petit peu moins que 1 000 euros par mois. Si j'ai envie de rentrer et passer du temps en France chez mes parents, je peux continuer à travailler en fait. Donc c'est ça aussi, cette liberté géographique. En général, je suis entre 2005 et 3000. Croyez en vous parce qu'il y a des gens qui ont besoin de vous pour ce que vous avez à leur offrir. Elodie, merci à toi d'être là. Ça fait longtemps, enfin ça fait un petit moment que j'essaye de te tirer pour dire vas-y, il faut qu'on fasse une interview ensemble. De toute façon, j'ai l'impression de dire ça avec tout le monde, mais peut-être toi encore plus. Ouais, T'osais pas, et là on t'a vu à Toulouse pour le séminaire, t'as dit bon allez, ok, je t'ai pas trop laissé le choix. Donc merci énormément d'être là. Est-ce que tu peux te présenter peut-être qui t'es, bon ce que tu fais, j'imagine qu'on le devine, mais quel âge t'as et comme ça les gens peuvent comprendre un peu qui t'es. et moi, je suis Elodie, j'ai 35 ans, j'habite au Portugal depuis bientôt 8 ans maintenant et c'était un choix de vie radical de quitter ma Haute-Savoie natale, troquer les montagnes pour la plage. À l'origine, c'était une idée de mon copain de venir là pour profiter du cadre de vie, du surf. Et c'est vrai que je me suis dit, ok, on choisit pas le niveau de vie, clairement, mais on choisit le cadre de vie parce que voilà, je sais pas comment ce sera plus tard, la retraite. Et je pense qu'on est une génération qui avait envie de profiter maintenant et qui avait envie de se donner les moyens de vivre une belle vie et pas attendre la retraite pour profiter quand on est tout cassé, qu'on a fait des boulots qui nous ont un peu fait chier toute notre vie. Et c'est vrai que là, je suis partie dans cette optique-là pour rester 1 an, me dire je vais aller voir, je vais trouver du taf. Et en fait, j'avais fait déjà des études, j'avais fait un master parce que voilà, on m'avait dit faut faire des études, donc j'avais fait mon petit master, mais après arrivé sur le marché de l'emploi, voilà, j'ai fait un job d'assistante commerciale parce qu'on m'a dit non, tu peux pas prétendre à un statut cadre quand tu commences. Donc j'ai fait mon job d'assistante commerciale et puis au bout de 3 ans, j'ai atterri. Je suis venue au Portugal où on m'a proposé du boulot dans le secteur d'activité dans la zone où je suis, puisque je suis dans le sud, c'est 80% de tourisme. Donc j'ai commencé à bosser dans le tourisme et je suis redevenue salariée. Alors, c'était pas le plan au début. À l'origine, je me suis dit, on va faire un business ici, quelque chose. Et j'avais commencé à m'intéresser, on va dire, au business en ligne, l'infoprenariat. Mais je me voyais pas lancer un produit, je me voyais pas du tout dans cette démarche. J'ai pensé à l'immobilier, mais après, je me suis dit, tout ce que j'apprends dans l'IMO, dans les formations françaises, je peux pas forcément l'appliquer ici. La bourse, je me suis rendu compte qu'il fallait aussi un peu d'apport quand même pour aller boursicoter. Et donc, du coup, j'ai un peu mis ça dans un coin de ma tête. Et quand l'opportunité du salariat s'est présentée, j'y suis allée. J'ai adoré bosser dans la boîte dans laquelle j'étais. J'étais pas payée des mille et des cents, mais on se marrait bien, comme on dit. T'étais au salaire portugais du coup. J'étais au salaire portugais, j'ai pas de souci à dire. Je gagnais un tout petit peu moins que 1 000 euros par mois. Donc voilà, c'est pas foufou. Surtout quand on venait avec nos niveaux de vie français, on voulait continuer à consommer, voilà, à sortir. Et en fait, on se rend compte que beaucoup de gens ici ont des side business ou alors ont 2 boulots ou alors ils ont des appartements de famille qui louent. Enfin, voilà, les gens se débrouillent. Donc on a commencé à faire pareil, y compris moi. J'ai pris un deuxième boulot saisonnier l'été, donc j'ai bien trimé. Ça m'a permis de mettre un peu d'argent de côté pour acheter mon appartement. Est arrivé le Covid. L'appartement qui devait à l'origine peut-être être loué, n'a pas pu être loué. Le boulot dans lequel j'étais complètement impacté, sinistré par le Covid, le tourisme donc. Et là, je me suis dit non, mais il faut que je trouve quelque chose, il faut que je fasse autre chose. Et j'étais tombée sur une publicité d'un certain Benoît avec des slides blanches et du texte. Waouh. Et tout le monde dit ça, mais c'est vrai. Je regarde jamais les pubs. Mais en fait, j'avais les mains occupées, donc j'ai pas pu swiper la vidéo. Donc le temps que je me sèche les mains et tout, et que j'ai été pris dans le truc, et du coup j'ai pas swipé. Donc je me suis dit, ah ok, moi je vais écouter. Et en fait, voilà, tu parlais d'écriture pour vivre, d'un métier qui était de la rédaction, et je me suis dit, ça a l'air vachement intéressant. Et c'était pour le coffre-fort à l'époque. Ok. Moi, j'ai sauté dedans, j'ai jumpé direct et je suis allée chercher le coffre-fort. Mais du coup, tu étais Et déjà dans une démarche quand même de business en ligne, etc. Enfin, tu J'étais regardais, dans une j'imagine, des démarche. vidéos YouTube sur le sujet, tu connaissais différents influenceurs, infopreneurs, etc. C'était pas tout nouveau pour toi. Yes, je connaissais déjà les grands noms, j'étais déjà allée à des séminaires, Ok.
J'avais Ok, déjà ça dans un coin de ma tête, mais je savais pas quoi, en fait. ok. Et je me reconnaissais pas trop dans ce qui était proposé. Et en fait, bah voilà, j'ai pris le coffre-fort que j'ai parcouru. Et en fait, j'avais ça dans un coin de ma tête en me disant, je vais quitter mon taf et je vais me lancer là-dedans. Mais tu vois, j'avais ça, je me lançais pas et en même temps, je quittais pas mon boulot. J'étais comme ça un peu entre deux jusqu'au moment où bah, c'était vraiment trop. Est apparu le Copy Mastery. Donc là, j'ai pris Copy Mastery. J'ai vu que c'était beaucoup plus profond au niveau de l'enseignement. Je me suis dit, ah ouais, là, je vais vraiment pouvoir ça a décuplé mon intérêt. Et donc, j'ai commencé Copy Mastery en octobre 2022. Ok. Et en fait, j'ai quitté mon boulot. Moi, j'ai brûlé mes bateaux. Je- J'ai dit, j'arriverai pas à faire les deux. Et voilà, j'ai commencé Copy Mastery. En attendant, j'avais encore mon job saisonnier, donc ça m'a permis de Ok. joindre un peu les deux bouts. Quand la plateforme a commencé au mois de janvier, bah là, ça a été, je crois, School, le kick pour me remettre à fond dedans parce que j'avais fait ça un petit peu depuis octobre jusqu'en décembre, un petit peu comme ça, sans vraiment faire les exercices. Je passais toutes J'allais les dire, leçons il se en passe bon quoi du coup élève. là, pendant C'est octobre, décembre? Parce c'est que ça. effectivement, on a changé de plateforme et je me souviens encore de ton post où tu avais dit waouh, j'adore cette communauté, genre le nouveau design, etc. Mais du coup, qu'est-ce que tu faisais? Est-ce que tu regardais quand même les vidéos ou tu avais un peu abandonné ou... Alors, moi, je regardais les vidéos, mais je consommais le contenu, mais je n'osais pas trop passer à l'action. Donc, en fait, je faisais mes devoirs, mais je restais dans mon coin. Enfin, j'étais pas trop à l'aise au début encore avec la plateforme de Facebook. Puis, je me disais, ah non, mais plus tard, j'écrirai mes trucs, je les retravaillerai, je les posterai. Et là, en fait, avec le school, j'ai dit, ah, c'est trop bien, on va se faire corriger. Et c'était, en fait, tout le monde repartait de zéro. C'est ça qui était cool. C'est quand on est tous arrivés sur school, tous les gens qui avaient Copy Mastery, on est tous repartis de zéro, entre guillemets, à égalité. Et donc, je me Hmm. suis dit, ah, les semaines vont se débloquer les unes derrière les autres. Et ben là, j'ai pas d'excuse, je me remets à fond dedans, je reprends les bases depuis zéro. Et là, c'est vraiment comme ça que je me suis mise dedans. Et honnêtement, s'il n'y avait pas eu le soutien du school, les corrections, vraiment toute cette communauté, je pense que ça aurait été beaucoup plus difficile d'aller au bout, d'y croire et de pas lâcher, en fait. Parce que Hmm. j'avais déjà fait des formations sur lesquelles finalement j'étais pas allée au bout. Parce qu'il n'y avait pas cette continuité, il n'y avait pas cette émulation du groupe. Ok, ouais, c'est ouais, le côté communauté, plus les coachs, soutien, le fait d'être encadré, qui t'a redynamisé quoi, dans l'apprentissage. Complètement. Et pourquoi le copywriting du coup? Parce que tu as dit que tu avais vu plusieurs opportunités, bourses, etc. Qu'est-ce qui t'a plu là du coup dans le copy? Alors, ce qui m'a plu dans le copy, c'est que bah, moi, à la base, j'ai fait des études littéraires et je me suis toujours dit, ouais, j'adore lire, j'adore la communication, la littérature, l'humain, la psychologie, mais je me voyais pas écrire un bouquin et je me sentais surtout pas légitime, pas imaginative, pas créative pour rédiger du contenu. Je me suis dit, voilà, une rédac, c'est pas, même si je passais 5 heures sur une rédac en hypocagne, c'était pas écrire un contenu, quoi. Mais, déjà, en fait, je me suis rendu compte que ce qui m'avait amené à ça et qui m'avait amené à acheter toutes les autres formations et à m'intéresser à d'autres domaines, bah, c'était le copywriting en fait. Je me suis dit, Hmm. mais je suis déjà cliente de copywriting. Je comprends les mécanismes. Moi, je vois l'intérêt en fait de ce métier. Et puis j'ai vu que c'était complètement accessible, qu'on se prenait pas la tête, Hmm. que ben, on parlait à des vrais humains, qu'on n'était pas là pour faire des phrases alambiquées. Et je me suis dit, non, mais en fait, j'ai peut-être ma place parce que j'ai toujours voulu quelque part écrire, mais je me suis jamais sentie, j'ai jamais trouvé où. Ok, ok. Donc ouais, un attrait pour l'écriture et effectivement le côté preuve par démonstration où tu dis, ben merde, je me suis fait avoir entre gros guillemets par le copie, donc j'aime la communication, la psychologie humaine, donc let's go quoi, ça combine tout ça. Bah oui, puis moi, à chaque fois que, quand je me suis intéressée à ces contenus, je voyais vraiment un intérêt pour moi. Si j'ai acheté, c'est parce que sur le moment, j'étais convaincue. Je me faisais pas, comment dire, avoir ou pour moi, j'arnaquais pas les gens. Alors que dans ma tête, le marketing, des fois, c'était, ah, on va faire briller les yeux des gens pour les faire acheter. Mais en fait, il y a des gens qui achètent des trucs parce que vraiment, ils en ont besoin et c'est utile. C'est pas juste acheter pour le mettre dans un coin parce que voilà, on m'a donné envie d'acheter et puis après, j'en veux pas, quoi. Ouais, non, non, mais grave, c'est ça, je trouve, qui est intéressant aussi, contrairement à certains jobs en ligne ou quoi, c'est que là, tu peux vraiment avoir un impact, et on en a parlé juste avant cette interview, là, tu as fait un lancement avec une cliente, par exemple, mais tu as un vrai impact, toi, tu changes ta vie personnellement, tu aides ton client, il aide ses clients à travers son programme, son produit, ses services, etc. Et donc, je pense pas qu'il y ait 10 000 métiers où tu as une vraie chaîne de valeur ajoutée comme ça, avec un impact partout, tu vois. Ouais.
Non, mais t'as tout compris. Alors ça, c'est le double effet qui se coule parce que j'avais déjà l'habitude dans mes métiers d'être dans le service aux autres, aux clients. Mais là, avec le copy, je me suis rendu compte que j'étais au service de mon client et des clients de mon client. Et vraiment dans le sens où j'apprenais dans des domaines qui, moi, m'intéressent et me passionnent. Et en fait, le double intérêt que j'ai trouvé dans le copywriting que j'avais pas vu au départ, c'est que je travaille dans un domaine qui me plaît et en même temps, j'apprends de ce domaine, j'ai accès aux formations de mes clients et je me nourris aussi, en fait. Donc, c'est à double sens et je l'apporte autant que lui m'apporte. Ouais, mais c'est vrai qu'on n'en parle jamais, ça, je suis en train de le remarquer. Alors que moi, ça m'avait fait le même truc au début, où je me suis dit, putain, je suis payé pour faire un truc que j'aime et pour apprendre des trucs sur des sujets que j'aime. En fait, je suis payé pour me former continuellement, pour me nourrir, comme tu dis, et pour avoir de l'impact, effectivement. Et c'est ça qui est intéressant, effectivement, si je dis n'importe quoi, on est fan de basket, bah, on peut travailler dans le secteur du basket avec des produits, des e-commerce, des formateurs, des coachs, des salles ou quoi. On apprend des choses et on est payé pour ça, donc ça va. Exact. Et donc, j'ai un peu retrouvé ce syndrome de l'étudiante où finalement j'ai fait des études parce que j'aimais apprendre et je pense que c'est quelque chose qui est pas valorisé peut-être dans notre société aujourd'hui où on a l'impression de sortir de nos études et on trouve un boulot et on se forme plus, on grandit plus, on va plus chercher ailleurs. Et là, on continue de se former et dans le domaine de nos clients et en plus dans le copywriting. Là, voilà, dernièrement, je suis allée au séminaire, mais mon but, c'est de toujours être au fait de ce qui se passe dans mon activité. C'est vraiment trop important ça. Donc ouais, pour ceux qui aiment apprendre, le copier ou pas, mais c'est vrai que je pense que c'est un des critères, faut aimer apprendre, tu vois. Aimer un minimum la psychologie humaine, l'écriture, le marketing, la communication, la vente. Mais si t'aimes apprendre, en fait, tu vas forcément t'épanouir, quoi. C'est un bon point que tu soulèves. Et du coup, là, quand tu rejoins en janvier le nouveau school, donc là, tu repars un peu de zéro, donc tu mets plusieurs semaines pour réapprendre un petit peu des choses que tu avais peut-être survolées. Du coup, il se passe quoi concrètement pour toi au fil des semaines, des mois? Ça devient vraiment concret. Je vois mes exercices corrigés, je vois les retours des coachs, les encouragements. Ça me fait du bien. Je me dis, ah, c'est bien, je fais du bon travail. Et en même temps, quand c'est moins bon, voilà, on me le dit de façon bienveillante et ça me permet de faire mieux la prochaine fois. Et puis quand je relis mes écrits, je me dis, ah oui, quand même, j'ai progressé, j'ai évolué. Et c'est ça, je pense, qui est vraiment génial, c'est d'être accompagné et de progresser, de savoir que ce qu'on fait est revu derrière et que on nous dit, là, c'est bien, là, c'est moins bien, regarde, tu peux faire attention à ça. Et alors que si on est tout seul dans son coin, on lit la théorie, ah oui, c'est bon, je maîtrise. Puis après, derrière, on arrive devant notre feuille, est-ce que vraiment c'est bien ce que j'ai fait? Et je pense que c'est un petit peu ce qu'on traverse tous au début, c'est ce côté de est-ce que voilà mon travail il est vraiment bien ou pas? Et donc voilà, j'ai trouvé énormément de soutien dans la communauté par rapport à ça. Et tout au long, jusqu'au mois de juin où j'ai assisté au séminaire de Bordeaux à l'époque, là ça a été un petit peu mon coup de pied aux fesses. Je me suis lancée dans la prospection quelques semaines avant pour commencer à me mettre dans le bain parce que je m'étais posé ça, c'est comme deadline. Je me suis dit, allez, dans 6 mois, je commence à prospecter parce que je me suis donné le temps aussi. Je voulais pas me jeter tout de suite un petit peu dans le mouvement sans être rassurée, confiante. Et je pense que c'est bien aussi que chacun ait sa propre temporalité, même si on dit qu'il faut une semaine pour chaque module, des fois on a besoin de 2, 3. On prend un peu plus de temps, on part, on revient, on a des événements dans nos vies, mais qu'on revienne avec conviction et que voilà, qu'on avance pas à pas avec fermeté, quoi. Et donc voilà, le séminaire, ça a été un petit peu mon coup de pied aux fesses. Après, ça m'a permis de prospecter pendant l'été. J'ai prospecté dans les niches qui me plaisaient. J'avais des retours, mais pas positifs. Et jusqu'au mois de septembre, où j'ai reçu un message de ta part qui me demandait si j'étais intéressée par une cliente dans le domaine de la médecine chinoise. Et je me suis dit, tiens, ça m'intéresse, oui, je veux bien. Bon, allez, le contact, il est là, à toi de jouer. Et là, j'avais une grosse pression. Et en fait, voilà, c'est ce qui m'a mis vraiment dans le bain, avoir un vrai client, un vrai retour. Et la première mission, j'ai lui ai facturé 500 euros pour faire une campagne de lancement. J'étais super fière. Ça a hyper bien marché. Elle a vendu toutes les places pour l'événement qu'elle organisait. Et puis par la suite, elle m'a demandé après de faire une séquence de bienvenue, une séquence post-VSL, et puis début de l'année d'après, voilà, début de cette année, voilà, j'ai commencé à rédiger les newsletters. Et là, ça fait officiellement 1 an que je travaille avec elle. Et voilà, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée. C'est l'anniversaire de la cliente. Et du coup, ouais, donc toi, tu te sens comment quand je te donne le prospect? Parce que ça aurait pu ne pas bien se passer en soi. Oui. Si ça fait 1 an que tu bosses
bosses avec et qu'elle est contente, etc., c'est que tu as fait quand même des choses bien. Donc, comment ça s'est passé? Peut-être pour ceux qui sont un peu plus débutants, dans le process, du coup, vous avez fait un appel ensemble, elle t'a posé des questions, comment tu t'es senti? Parce que toi, c'était ta première mission, donc tu n'étais pas, peut-être pas légitime, entre guillemets, tu vois. C'est ça. Non, vraiment, ce qui m'a rassurée, c'est qu'elle m'a dit oui, je sais que tu es débutante, Ok. mais en même temps, tu vois, quand on te rappelle aussi que tu es débutante, tu te dis waouh, j'ai tout à prouver, il va falloir que je fasse du bon travail. Mais bon, c'était le challenge qu'il me fallait aussi. Non, beaucoup de bienveillance sur, bah écoute, moi j'aimerais apprendre à te connaître, voir déjà s'il y a un feeling. Hmm. Et donc, je pense que ça, c'est déjà important dans un premier temps. Et après, elle m'a tout simplement expliqué pourquoi elle avait besoin de faire appel à moi. Elle m'a dit, bon, bah voilà, dans un premier temps, j'ai besoin de ça. Et si plus tard, je suis contente de ton travail, on pourra faire ça. Et plus tard, la newsletter. Donc, elle avait déjà une vision, en fait. Elle Ok. voulait commencer à déléguer la partie rédaction qui, pour elle, était pas nécessairement ce qui lui donnait le plus de plaisir. Elle faisait déjà plutôt bien parce que j'avais quand même beaucoup de contenu qu'elle avait écrit. Déjà, ça, c'était ma première peur de me dire, oh, mais elle a déjà fait plein de newsletters, elle a fait plein de contenu, elle a déjà des tunnels en place. Comment je vais faire pour faire mieux? Mais en fait, le client, c'est celui qui connaît le mieux son avatar. Donc, Hmm. à qui il a l'habitude de parler. Donc, je me suis enlevé cette pression et je me suis dit, bah, j'y vais, je vais lui proposer quelque chose. Elle a très, très peu revu mon copie et elle m'a dit, bah, t'as parfaitement trouvé la voix et le ton, ma voix et mon ton. Et donc, je pense que ça, c'est le meilleur compliment qu'on peut avoir en tant que copywriter en disant, bah, j'ai l'impression que c'est moi qui ai écrit. Ouais, ça c'est quand on te dit ça, tu sais que tu fais les choses bien et en général Ça a ça se passe bien. matché. Mais du coup, au final, ça a été principalement du feeling, quoi. Enfin, il n'y a pas eu de Voilà, hack ou quoi, c'était juste un échange entre humains, vous avez bien connecté, elle t'a laissé ta chance, t'as fait tes preuves en même temps et naturellement ça a c'est matché, ça. quoi. Si je résume, c'était un peu comme ça. C'est un peu comme ça et elle m'a dit bah voilà je sais que tu es débutante mais je veux pas pour autant que tu travailles gratuitement donc Ok. réfléchis donne-moi ton tarif on a joué carte sur table en disant bah voilà ça reste moi j'ai besoin de tes services je sais que aujourd'hui tu te lances donc ben elle aussi dans son activité elle avait pas forcément envie de mettre beaucoup d'argent donc finalement ça a été un échange de bons procédés Hmm. quelqu'un qui se trouve dans cette situation en disant bah moi je vais pas me risquer à prendre quelqu'un de très cher mais en même temps je veux quelqu'un voilà qui investit dans le travail qu'il va me donner et je pense qu'elle avait déjà des bons retours de la formation alors, du moins elle avait cette sensibilité déjà pour le copywriting elle avait conscience que c'était important elle se faisait accompagner aussi pour développer son activité et je pense Hmm. que ça c'est très important parce qu'il n'y avait pas cette éducation à faire Ouais. avec la cliente et par contre si voilà j'ai eu juste après une autre cliente qu'elle m'a recommandée où là il a fallu que je lui explique vraiment ce que c'était que le copywriting, que je lui Hmm. explique l'intérêt. Et c'est vrai que c'est des clients qui sont peut-être moins réceptifs parce que pour eux, il n'y a pas de bénéfice tangible. C'est pas quelque chose qu'ils ont déjà expérimenté. Hmm. Ouais, elle comprend pas l'enjeu, le gain pour elle, les bénéfices comme tu dis. Alors qu'en fait, et du coup, juste la première, elle déléguait dans quelle raison? Donc, c'était pas sa zone de génie. Il y avait une notion de temps aussi où ça lui prenait trop de temps, j'imagine. Donc, c'était les deux. C'était les deux, voilà. Ça lui prenait du temps et simplement, elle avait plus envie de le faire. Ça la fatiguait un peu. Et c'est quelqu'un qui est beaucoup plus à l'aise avec l'oral, avec les vidéos. Donc, elle Ok. préférait faire du contenu vidéo que rédiger. Ok. Et la deuxième cliente, elle était même en termes de business, du coup, son business était beaucoup moins développé ou elle avait déjà quand même de l'attraction et tout ça? Alors, la deuxième cliente, elle avait son business qui n'était pas du tout développé. Et c'est vrai que elle cherchait. Alors, à l'époque, c'était pour faire une campagne de bienvenue suite au téléchargement d'un lead magnet. Donc, je l'avais conseillé en ce qui concernait le lead magnet, comment mettre les choses en place. Mais c'est vrai qu'elle avait ses idées un peu définies, en fait, sur ce qu'elle voulait. Et c'était plus difficile, en fait, parce que elle n'était pas à l'aise avec des emails très longs. Elle voulait des emails plutôt courts. Et puis c'est vrai que c'est difficile au début quand nous on nous apprend ben c'était à unique ou quelque chose et le client oui mais moi j'ai envie de mettre ça et ça et ça et ça comment on fait et nous on est là non mais on peut pas mettre tout ça et en fait au bout d'un moment on est obligé de faire un compromis pour Hmm. aussi ben mais en fait quand on sait pas encore au début je pense ce qui marche tout à fait on fait confiance à ce qu'on a appris et en même temps bah voilà on a envie de faire plaisir au client puis après on voit clairement sur le marché que quand on est au contact du client final
ce qui fonctionne ou pas. Et là, on peut dire, tu vois, regarde, on va réajuster comme ci, comme ça, et on va voir la modification, ce que ça apporte et ce que ça impacte. Ah, c'est un super feedback, ça, le fait de, surtout avec des clients un peu aware ou même certains clients aware mais qui ont une idée très arrêtée. Effectivement, il faut savoir aller contre ses convictions de copywriter ou de marketeur pour lui donner un petit peu de ce qu'il veut. Et ouais, c'est vrai que c'est un point super important que les débutants doivent savoir. Effectivement, parfois, on bosse avec des clients, il faut laisser un peu de jeu dans leur sens. Et c'est au fil de la relation où là, on va pouvoir imposer un peu plus ses idées, etc. Mais c'est pareil, c'est pas un truc qui est souvent abordé, alors que c'est super important, mine de rien, pour la relation client, de savoir faire des concessions, des compromis et trouver le juste milieu. Mais comme tu dis, au final, si à un moment donné, tu prends la main, tu dis on fait ça et qu'elle voit les résultats, après, je pense que c'est bon, elle te fait confiance pour le reste, quoi. Ouais, c'est ça. Et c'est ça. Et pareil, et dans le cas de ma première cliente, elle avait déjà une notion de ce qui performait ou pas. Et c'est vrai que bah, là, je me suis un peu plus laissée guider par elle. Euh, Ok. donc finalement, c'est un travail en binôme qu'on a avec notre client où lui bah, nous donne un petit peu le cadre, ce qu'il aimerait transmettre. Et puis nous, on essaye de mettre en forme. Ouais, ouais, non, clairement. Du coup, la première cliente, au final, les missions, elles ont évolué comment? Donc, tu as commencé sur une simple séquence. Est-ce Oui. que après, tu as arrêté pendant 3 mois, elle est revenue vers toi, ou vous avez continué au fil des semaines, dès le début, de continuer de bosser ensemble? Alors, je lui ai livré la séquence au mois d'octobre pour un lancement qui avait lieu au mois de novembre. Et donc, au mois de novembre, on n'a pas eu de mission ensemble. Et au mois de décembre, elle est revenue vers moi pour bah, du coup faire des séquences automatiques complémentaires, notamment post-lead magnet, ce genre de choses. Et c'est ce que j'ai fait sur décembre, janvier. Et à partir de février, on s'est mis d'accord que je fasse du recurring avec Hmm. des newsletters. Au début, je crois qu'on était parti que sur 2 newsletters par semaine ou quelque chose comme ça. Elle voulait pas forcément qu'on en fasse beaucoup. Et juste, bah voilà, aujourd'hui, on est en train de basculer sur 4. Entre-temps, on était monté à 3. Mais moi, j'en envoyais toujours plus. Ok, ok, J'en ok. envoyais toujours un peu plus. Je faisais un peu de l'over-deliver. Mais c'est vrai que finalement, quand on parle avec la cliente, elle dit, ah ben oui, mais j'aimerais bien évoquer ça. Et puis, il y a un événement comme ci. Puis, en fait, il y a Hmm. toujours place pour d'autres choses, d'autres emails. Donc par la suite, à partir de février, j'ai commencé à faire du recurring et puis en avril, on avait des nouveaux lancements et après, ben, ça a été bah, depuis maintenant c'est du régulier. Voilà, on fait des lancements, on refait des nouvelles séquences automation. Voilà, c'est que de l'évolution permanente. Donc, depuis le début, tu as fait que de l'emailing ou tu as pu toucher un peu à des pages de capture, des pages de vente, VSL, webinaire, je sais pas, s'il y avait quelque chose. Alors, en parallèle, c'est qui m'a recommandé troisième et une quatrième cliente. Ok, En fait, clairement, après cette cliente, je n'ai plus prospecté. ouais. Euh, parce que et c'est ce que je vais dire à tout le monde, c'est si vous trouvez vraiment un client avec qui vous avez un feeling et avec qui ça se passe bien et qu'il est content de votre travail, qu'il vous le dit, surtout n'hésitez pas à lui dire, ben voilà, est-ce que tu sais si quelqu'un dans ton entourage d'entrepreneurs a besoin? Moi, ça n'a pas été le cas. Elle me les a proposés spontanément parce que c'est des amis à elle qui sont venus en disant, ben moi, je cherche quelqu'un pour ça. Ah ben, j'ai Elodie qui peut vous le faire. Et en fait, c'est un grand vivier aussi, cette recommandation. Donc, pour une autre cliente, j'ai fait un tunnel intégral où elle a voulu mettre en place des cours en ligne via Zoom, des cours hebdomadaires. Et en fait, Ok. bah, voilà, je lui ai proposé de faire un lead magnet. Je lui ai proposé quel type. Donc, je lui ai dit, il faut faire une vidéo comme ci, comme ça. Je lui ai expliqué tout le processus. Et en fait, elle m'a fait intégralement confiance. Et j'ai construit tout le tunnel de la page de capture, la page de vente, les séquences automation. Et depuis, elle fait de l'argent en automatique et elle est super contente. Et voilà. Et elle revient vers moi maintenant en me disant, bah maintenant, je voudrais faire plus de cours. Est-ce qu'on peut faire? Ah, ok. Donc, dès ton départ, dès tes premières missions, pour le coup, tu as comment une posture de consultante un petit peu comme on le recommande, dans le sens où tu avais le bagage technique à travers la formation, ce que tu as pu apprendre en ligne, justement d'être capable de dire, faut faire ça dans tel sens, la séquence comme ça, le tunnel comme ça. Et je pense que ça a été une vraie plus-value, tu vois. Complètement. Et pareil pour bah, une autre cliente, je lui ai fait des pages de vente. Elle avait une idée de ce qu'elle voulait, mais elle ne savait pas comment le mettre en forme. Donc, je lui ai proposé une page de vente. Pareil, elle était très contente du résultat. Je pense que notre flexibilité, notre adaptabilité est très importante. Et surtout, voilà, dans le conseil, parce que quand le client nous dit, bah, voilà, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'on pourrait faire comme ça ou comme ça? On peut lui dire, bah oui, tout à fait, mais sous tel délai ou de telle autre façon, par contre. Et c'est vrai que quand on crée
de la synergie avec le client et surtout qu'il voit les résultats de notre travail, ben, il y a de la confiance qui s'installe et beaucoup plus facilement, il nous délègue intégralement et il compte sur nous, en fait, à retourner le système. Ouais, non, c'est ça, c'est travailler main dans la main et il faut vraiment, comme je disais à Toulouse lors du dernier séminaire, que le client soit un peu dépendant de nous d'une certaine sorte, où c'est nous qui allons être force de proposition, qui allons faire l'écriture, planifier, le reporting, bref, peu importe, tout le panel du copywriter, et au point s'il se dit, merde, s'il n'y a plus Elodie dans mon entreprise, c'est un peu compliqué, je vais devoir passer des semaines à recruter, ou moi reprendre beaucoup de temps pour penser à ça. Et du coup, naturellement, en fait, on travaille main dans la main, on avance ensemble, et ça, c'est sympa, quoi. Non, c'est vrai que je pense que notre place est très importante. Toutes les autres places, hein, que ce soit le setting et le closing, sont importants aussi. Mais en tant que copywriter, je pense que quand on commence à acquérir de l'expérience au niveau du domaine, surtout quand on est dans des domaines un peu pointus qui demandent finalement d'acquérir un certain nombre de connaissances et qu'on écrit avec la plume de la cliente et donc on doit aussi passer pour un expert aux yeux du lecteur, c'est pas quelque chose qu'on peut remplacer comme ça du jour au lendemain. Et d'autant plus que quand le client vraiment voit les résultats, si il n'y a pas de problème majeur, enfin moi en tout cas je vois pas pour quelle raison la personne changerait. Parce que tout fait que développer, s'agrandir et prendre de l'ampleur. Et c'est d'autant plus difficile de former quelqu'un sur des connaissances comme ça du jour au lendemain. On peut pas être remplaçable Mm. spontanément. Enfin, Ouais, mais c'est ça l'avantage en plus, c'est que plus tu passes du temps avec ton client, plus justement il y a cette dépendance. Parce que toi, tu deviens meilleur, donc ton copy est encore meilleur, il y a plus de performance, et ça te prend moins de temps en plus. Donc ça qui est intéressant, c'est que plus le temps passe, plus ton taux horaire, entre guillemets, il augmente, et plus la qualité augmente en travaillant moins de temps. Et ça, moi, je l'avais vu avec un gros client que j'ai gardé 3 ans, et au début, je dis n'importe quoi, je passais 1 heure et demie pour écrire une pièce de contenu, et à la fin, en 1 heure, j'en faisais 3, 4, 5, et c'était mieux qu'au départ, quoi. Et sans simplement, à force de percer au fil des mois dans son contenu, dans ses produits, tu deviens meilleur, et je pense que tu l'as constaté aussi, ou j'imagine ton contenu est meilleur aujourd'hui qu'il y a un an, du coup, avec elle. et je l'ai constaté aujourd'hui, mais ce que je constate aujourd'hui aussi, c'est que ma charge de travail, elle augmente parce qu'il y a toujours des nouvelles choses à faire. Et en fait, moi, dans mon cas de figure, c'est une cliente qui était en pleine croissance et en pleine expansion. Et quand j'ai commencé à travailler avec elle a commencé en même temps à travailler avec une setteuse et une closeuse. Donc, on est 3 personnes à être arrivées dans l'équipe. Et aujourd'hui, on est 9 personnes avec des coachs, avec des personnes qui s'occupent de la communication sur les réseaux sociaux. Enfin, en fait, l'entreprise a grandi. Et moi, c'est aussi ce que j'ai adoré dans mon expérience et ce que j'aime toujours, c'est que j'apprends en même temps elle apprend. En fait, Mm. l'entreprise croît et ça nous donne d'autres défis, d'autres produits à créer, nos produits à affiner. Quand on voit, ben voilà, qu'on arrive par exemple sur un stade de plateau, ben voilà, qu'est-ce que ça veut dire qu'il faut qu'on change le message de la VSL? Est-ce que ça veut dire que on doit changer l'orientation des pubs? Et donc, en Mm. fait, tout ça, ça fait qu'il y a un travail continu et qui est croissant aussi par rapport à toutes les nouvelles tâches et le perfectionnement qu'on peut faire. Enfin, moi, dans mon cas, c'est le cas parce qu'elle me délègue du coup de plus en plus. Ouais, non, mais je pense que tous ceux qui ont des gros clients, en tout cas là, tout ce que tu dis, c'est vraiment ce que j'ai vécu. Et j'ai tellement appris, même au-delà du copywriting ou du secteur du client, juste sur le business, tu vois, de voir justement les challenges, quelles sont les solutions, comment les régler, etc. Et ça nous a beaucoup aidé ensuite avec Joseph. L'expérience qu'on a chopée auprès de tous nos clients cumulés, de se dire, avec lui, on avait fait cette erreur, donc là, on va pas la refaire pour nous. Et du coup, tu gagnes du temps. Si à terme, tu lances ton propre projet ou tu rentres dans un nouveau écosystème avec un nouveau client, tu seras force de proposition sur des challenges justement que tu as déjà pu expérimenter. Exact, ça nous fait une base d'apprentissage pour toutes nos autres expériences. Ouais. Du coup, aujourd'hui, là, à l'instant T ou les dernières semaines, tu as combien de clients en ce moment? Alors, j'ai ma cliente en fixe et j'ai une autre cliente qui est en ponctuel que j'espère transformer en recurring. Sinon, l'année prochaine, je vais partir sur la recherche d'un deuxième client en fixe. Ok, ok. Et les autres que tu avais eu au passage, donc en tout, avec 4 clients, c'est ça? Oui, Ok, et les autres, c'était sur du ponctuel uniquement. oui, ça a été sur du ponctuel, sur de la mise en place ponctuelle, sur des tunnels et sur des séquences. Ok. Et en termes de chiffres, du coup, ça a été quoi ton meilleur mois là en tant que copywriter depuis que tu as eu ces clients justement? Mon
meilleur mois, mon meilleur mois, il était à 3 500 euros. Ok. Et ça, c'était quand tu as bossé sur 2 ou 3 projets en même temps? Alors ça, c'était sur un lancement que Ok. j'ai Ok. un Bah, lancement que j'avais fait. Et c'est vrai que bah là, après, aujourd'hui, je suis sur un fixe plus commission au lancement. Mais on est en train de discuter avec ma cliente étant donné que mes tâches évoluent, qu'il y a des nouveaux tunnels à mettre en place et ce genre de choses. L'idée maintenant, c'est de partir sur un fixe plus important qui hmm. englobe l'intégralité de mes tâches et l'amélioration continue. Ouais. Voilà. Et en termes de charge de travail, du coup, pour que les gens puissent s'identifier, ça représente quoi, plus ou moins? Alors, je sais pas si tu sais à peu près. Moi, j'ai jamais su combien d'heures je bossais parce que je regarde pas, enfin, parce que c'est du plaisir. Mais est-ce que tu as une idée, toi, plus ou moins, qu'on puisse se projeter pour dire, bah voilà, je fais un mois à 3000, 3500. Est-ce que je dois bosser 100 heures par semaine pour ça? Ou est-ce que, en vrai, ça va? Alors moi, j'utilise Toggle, ça me sert Ah, énormément ok. Ok. pour savoir combien de temps je passe pour chaque client, même si c'est pas corrélé à la facturation, c'est juste pour ma propre information. Ok. Intéressant. Moi, je dépasse pas 30 heures par semaine Ok. parce que je pense qu'on est aussi dans des métiers qui tirent beaucoup sur les neurones et qu'on a besoin de s'aérer quand on fait des pauses. Mais je suis en moyenne entre 20 et 30 heures par semaine. Ok, ouais, donc t'arrives à avoir un rythme pro-perso et j'imagine que tu peux peut-être profiter un peu plus de certains trucs au quotidien au C'est Portugal et tout ça. ça. Tu peux peut-être un peu moins quand t'avais 2 jobs, plus un salaire plus bas. Ben, c'est ça. Et là, tout simplement, voilà, si j'ai de la famille qui vient, des amis, si je veux prendre un jour off dans la semaine ou deux, après à moi de m'organiser, je travaille un peu plus tard la veille au soir pour clôturer un truc. Puis après, ben, voilà, je m'organise. C'est ça aussi que je trouve qui est précieux, en fait. Ou un jour, on se lève, on est malade, on n'a vraiment pas la tête à ça. C'est pas grave, on fera demain ou on prendra moins de temps aujourd'hui. En fait, on peut vraiment s'écouter, s'adapter et on a notre propre temporalité. Voilà, quand on a des échéances, à nous de nous organiser pour que le travail soit fait en temps et en heure. Voilà. Ouais, non, non, c'est. Tu le dis de manière simple, mais en vrai, c'est tellement, ça change la vie. Juste ce petit truc de dire, waouh, ce matin, je sais pas, je suis pas bien réveillé, bah, ouais, c'est ok, je fais rien, je reste dans le canapé, je déjeune plus tard, je bosserai plus tard, je vais me balader. Et c'est pour ça qu'on fait ça au final. Enfin, moi, en tout cas, c'était pour cette liberté-là. Et encore une fois, on parle pas d'acheter un yacht ou je sais pas quoi. Exact. Non, mais moi, c'est vraiment pas mon objectif parce que, voilà, je disais tout à l'heure 3 500. Si je suis autour en général, je suis entre 2005 et 3000 par mois. Ça paraît pas folichon, mais par rapport à ce que je gagnais avant au Portugal et surtout que je me casse beaucoup moins la tête qu'avant et je suis moins obligée de me rendre disponible sur des horaires compliqués, les week-ends, comme je le faisais. Ah non, mais je suis pas à la course en fait. Il faut que je travaille plus pour gagner plus. Mon objectif aujourd'hui, c'est de travailler dans un job qui me plaît. Je veux pas m'en écœurer non plus. Et en Hmm. même temps, voilà, j'ai ma qualité de vie qui fait que bah si j'ai envie d'aller manger un resto au milieu de semaine, en plein à midi, bah voilà, ou j'allais aller me promener. C'est le petit truc, je crois que j'avais vu dans une vidéo que tu avais dit ou je sais plus. Mais le plaisir d'aller se promener en ville, en journée, quand il y a personne, on se dit, mais en fait, on est privilégié, quoi, en fait. Hmm. C'est juste ça. C'est juste ça de récupérer son temps Hmm. et de vivre sa vie comme on l'entend. Si on a envie de travailler plus, on travaille plus. Si on a envie de travailler moins, ben, on travaille moins. Ouais, non, mais c'est exactement ça, je suis 100% aligné et bah, franchement, enfin, il n'y a rien de plus. Du coup, ça me tend un peu la perche, du coup, par rapport à justement la suite, comment tu te projettes, tu as commencé à l'évoquer, mais comment tu vois la suite, du coup, toi, est-ce que c'est garder ce rythme-là, très chill et ça te va? Comment, ouais, c'est quoi un petit peu ta vision sur les prochains mois ou années? Alors moi là ça fait un an, voilà, je fais le bilan. J'étais sur ce rythme plutôt soutenu par moment, voilà parce que j'avais plusieurs projets clients je pense que cette vitesse de croisière me convient bien où j'ai une cliente fixe, récurrente, qui est un petit peu mon terreau sur lequel je me repose et après bah, je prends des projets ponctuels bah, pour changer de thématique aussi, m'aérer l'esprit, aller me stimuler autrement parce que c'est vrai quand on reste aussi toujours dans une thématique des fois on a l'impression qu'on a tout dit on sait plus trop se renouveler et juste des fois de partir sur un autre thème pour un projet spot bah hop ça nous fait une bouffée d'oxygène on
un petit coup de boost et de stimulation pour un autre challenge, un nouveau challenge. Et donc, je vais partir sur là, je pense 2025 sur cette vitesse de croisière-là avec une cliente, potentiellement une deuxième en fixe, avec voilà des spots de mission. Mais pas forcément me charger plus parce que j'aimerais vraiment créer un cadre. Je m'écoute en fait, vraiment, je prends le temps, je veux pas travailler excessivement. Je l'ai fait beaucoup là ces dernières années et donc là je vais Ok, ralentir un petit peu. Enfin, c'est ma façon de vivre aussi parce que je pense qu'on n'a pas tous les mêmes envies suivant les âges qu'on a. Et là, j'ai beaucoup donné, j'ai pas forcément beaucoup reçu à l'époque où j'étais salariée ici. Et là, je vais faire moins, mais voilà, être confortable. Ouais, non, mais c'est un très bon objectif et tu fais bien de le souligner, tu vois. C'est aussi l'occasion, au final, de cette activité-là, tu vois, de reprendre du temps pour toi, de lever le pied, au contraire, tu vois, d'avoir un meilleur cadre de vie, un meilleur confort, sans forcément faire plus et en étant chill et c'est totalement OK, quoi. Au contraire, c'est parfait, même. Je pense qu'il y en a beaucoup qui se disent, j'aimerais bien que ce soit pareil pour moi. Non, mais c'est vrai. Souvent, peut-être, on a le 10 000 € qui nous scintille au fond des yeux. On se dit, ah, je voudrais gagner tant. Oui, peut-être, c'est un objectif, moi, que je garde dans un coin de ma tête. Mais voilà, j'ai progressivement augmenté cette année. Et l'objectif maintenant, c'est que je me maintienne et puis je continue toujours à remonter. Mais sans me mettre trop de pression, sans m'en rendre malade non plus, en fait. Et juste avant, j'étais en visio avec une avocate. Alors, ça sort un petit peu du cadre, mais je ne sais pas si ça peut intéresser certaines personnes. Moi, comme je suis résidente fiscale à l'étranger, j'ai ouvert ma micro-entreprise en France au début. Et aujourd'hui, en fait, je m'aperçois que c'est pas forcément le statut qui est le plus avantageux pour moi. Donc, par rapport aux impôts, puisque je dois déclarer mes impôts dans le pays où je réside. Donc, en fait, je vais changer de statut et je vais passer en société pour aussi avoir d'autres bénéfices et d'autres avantages. Donc, ça va aussi potentiellement changer mon imposition et peut-être par la suite aussi ma façon de travailler, les clients que je vais avoir. Et voilà. Non, bah ouais, c'est des sujets importants, surtout comme tu dis, en tant que non-résident, je pense que la majorité des gens qui nous regardent ne sont pas expatriés comme tu l'es. Mais effectivement, ouais, on sait que l'enfer est quand même en France au niveau fiscal. Donc si tu es à l'étranger, bah, autant essayer de payer à l'étranger, quoi. C'est ta façon en plus de redonner un peu au Portugal, j'imagine qu'il t'a apporté malgré tout pas mal de choses aussi. Bah, si tu contribues, admettons, là-bas, bah, tant mieux, hein. Bah oui, et puis de toute façon, moi aujourd'hui, mon objectif, c'est de rester ici, vraiment, de développer du patrimoine ici aussi, Ok. pour avoir des sources de revenus passifs, parce que voilà, je vois ma retraite dans la pierre et dans les revenus passifs. Donc, je pense que c'est une façon de le construire tout doucement, avec ce travail qui m'a permis de rester ici, mais sans dépendre d'un boulot très saisonnier et finalement de la zone dans laquelle je vis. Si j'ai envie de rentrer, passer du temps en France chez mes parents, ben je peux continuer à travailler en fait. Donc c'est ça aussi cette liberté géographique dont on n'a pas parlé au début. Je voyage pas pour l'instant énormément avec mon activité, mais juste cette liberté de dire bah, je vais partir une semaine ou deux en vacances chez mes parents, puis je prends mon PC et je travaille. Et même tout simplement, au mois de juin, ce qui s'est passé, c'était vraiment très drôle. J'avais pris un billet d'avion pour aller voir mes parents, pour passer une semaine avec eux. Ma cliente faisait un événement la semaine d'après et il lui restait une place. Et en fait, je voulais emmener ma maman pour qu'elle participe. Et en fait, j'ai appelé la cliente, je lui ai dit, bah, écoute, est-ce que la place est toujours dispo? Est-ce qu'on peut venir? Elle m'a dit, ah ouais, super, viens. Et en fait, j'ai fait une pierre deux coups. J'ai emmené ma maman qui a pu profiter de l'événement bien-être qu'elle a organisé. Moi, j'ai pu rencontrer ma cliente et je me suis dit, bah, c'est trop bien. En fait, j'ai juste pu décaler mon billet d'avion et si j'avais un boulot qui m'attendait, eh ben, j'aurais pas pu rester une semaine de plus avec ma maman et profiter de cette semaine avec elle. Ouais, mais c'est ça, c'est vraiment les petits plaisirs de la vie anodins qui changent tout, honnêtement, c'est fou. Mais du coup, ouais, super objectif, bah, monter du patrimoine et effectivement, ouais, ça fait vraiment sens et c'est ce qui est le mieux, tu vois, à long terme, avec ton rythme, ça va le faire tranquillement. Et qu'est-ce que je voulais dire? Est-ce que, vu qu'on en a parlé en off et je sais pas comment transitionner, tu serais OK de nous raconter là le dernier lancement dans les grandes lignes que tu as fait avec ta cliente pour que les gens puissent se rendre compte de l'impact d'un copywriter dans l'entreprise et justement, on a parlé d'impact, mais là, ça serait un exemple un peu concret. Si tu veux nous dire rapidement comment ça s'est Oui. passé, le résultat qu'il y a eu. Alors là, ce lancement, c'était un lancement pour un produit high ticket autour de 4 000 €.
Et la cliente, en fait, comme c'était à destination des professionnels, a décidé d'afficher le prix et afficher le prix lors du webinaire. Mm. Et par la suite, on a fait donc une séquence de vente post-webinaire pour vendre par email ce produit. Et on a généré 100 000 euros de chiffre d'affaires avec 50% des ventes qui ont été générées par l'écrit, en fait, les personnes qui ont acheté directement avec le bon de commande par email et l'autre 50% sont passés par les closers et les setters, puisqu'on donnait aussi la possibilité aux gens d'acheter via un humain et de parler à quelqu'un pour poser leurs questions. Un lancement à 100 000 euros dont tu es quand même en grande partie responsable, parce que même les ventes au téléphone, ils viennent, j'imagine, de tes emails, de tes écrits. Donc, Une partie, certains des clients avaient déjà eu les closers au téléphone et savaient qu'en fait les portes allaient s'ouvrir ouais, bientôt. ouais, ouais. En fait, ils étaient déjà, ils attendaient plus que de rappeler la conseillère en disant ça y est, c'est ouvert, je peux passer ma commande. Mais c'est vrai que globalement, Une belle partie en tout cas. une partie parce que c'est vrai que le lien, des fois, c'est ce qui donne l'impulsion parce que la personne, elle sait que les portes elles sont ouvertes pour le programme, elle sait que elle a la possibilité de le rejoindre à tout moment, mais il suffit qu'aujourd'hui, elle ouvre le mail et que le mail, il lui parle et elle dise, ah bah non, mais banco, j'y vais maintenant. Ouais, non mais grave, c'est fou. En tout cas, bravo, franchement, Je me souviens quand on s'est vu à Bordeaux, ouais, t'étais dans la dynamique encore un peu baby copywriter, je me lance, j'ai peur, mais j'ai envie. Et quand on s'est revu là à Toulouse pour un autre séminaire, c'était une autre personne, tu vois, t'es beaucoup plus affirmée, confirmée, confiante, sûre de toi, et ça se voit dans les résultats. Donc maintenant, il y a plus qu'à continuer, quoi. Bah, moi, je suis ravie. Et puis, c'est vrai que je pense qu'on se nourrit énormément de tous les commentaires positifs que les clients font de nous. Donc, Hmm. ça, c'est un petit tips que je vous donne. Mais faites-vous un Wall of Fame. Enfin, faites-vous un petit coin où vous mettez tous les petits messages, où vous retranscrivez tous les petits audios, toutes les petites choses où on vous a dit, ouais, ton travail est top, ou c'était trop bien, ou grâce à toi on a fait ça, parce que, enfin, ça nous fait tellement du bien. Je pense que ça nous fait énormément de bien parce qu'on n'est pas habitué à cette reconnaissance dans le monde du salariat où on va pas nous applaudir à chaque fois qu'on fait quelque chose. Parce que voilà, tu as ton salaire, tu as fait ton truc et on nous tombe dessus quand il y a quelque chose qui va pas. Ah oui. Hmm. Mais c'est vrai que quand ça va bien et quand on a résolu des problèmes ou quand on a apporté des solutions, des résultats, ben voilà, on vient pas nous féliciter. Et c'est vrai que là, le client, dans le domaine de l'infoprenariat, je pense que il est lui-même entrepreneur et il a complètement conscience que tous les membres de son équipe sont un rouage essentiel à son entreprise pour que lui en soit là où il est. Ouais, non, mais de fou, franchement, c'est un très bon conseil. C'est vrai que je l'ai jamais fait, mais ça permet de se galvaniser aussi et soi-même de monter toujours plus en certitude. Et c'est ça qui va faire aussi qu'on arrive à mieux vendre, à mieux se positionner, etc. Peut-être pour la fin, est-ce que tu aurais du coup un conseil pour la Elodie d'il y a un an sur le feedback, ça peut être sur tout et n'importe quoi, tu vois. Bon, là, tu en as déjà partagé un avec le Hall of Fame. Mais est-ce que tu as un autre truc qui te reviendrait, ou même d'il y a un an et demi, tu vois, quand tu traversais un peu plus une période compliquée, où tu regardais les vidéos et tu passais pas à l'action, tu essayais de prospecter, ça marchait pas trop. Au fond de moi, j'avais vraiment envie que ça marche, mais j'avais cette peur de comment je vais faire, comment je vais trouver mes premiers clients, quelle assurance je vais avoir. Et c'est vrai que pour moi, c'est toujours un défi d'être en appel de closing avec un client. Et aujourd'hui, le conseil que je me dirais, c'est juste c'est aussi un conseil que tu as partagé, c'est mais au pire, qu'est-ce qui se passe? Il va te dire non, c'est pas Mm. grave en fait. Tu joues pas ta vie, surtout si vous avez déjà un travail à côté alimentaire, on se dit mais c'est que du bonus, Mm. c'est que du bonus en fait d'aller se mettre en avant et de faire quelque chose de différent du reste des gens, du reste de la communauté, parce que mine de rien, on n'en a pas parlé, mais quand on se lance dans l'entrepreneuriat, on se lance dans un monde à part. Parfois, on se sent un peu seul aussi, pas toujours compris par les gens autour de nous. D'ailleurs, moi, j'en ai pas parlé autour de moi Mm. avant que ça marche, parce que justement, je voulais pas entendre les ah mais t'es sûr, ah mais est-ce que ça va vraiment marcher ton truc, ah c'est pas une arnaque. Alors je me suis dit personne ne saura ce que je suis en train de faire et le jour où ça fonctionnera, et ben là j'afficherai ma réussite. Et Mm. en fait
et grâce au fait aussi que j'avais mon conjoint qui me soutenait et que c'est important quand même d'avoir des amis ou des conjoints qui sont derrière vous, qui y croient. Parce que le jour où ça marche, vous dites, mais pourquoi j'ai pas fait ça avant, quoi. Ouais. Donc, C'est juste sûr. croyez en vous parce que il y a des gens qui ont besoin de vous pour ce que vous avez à leur offrir. Ouais, et comme tu l'as dit, c'est un truc que j'essaye de rabâcher aussi, mais c'est dans le pire des cas, il se passe quoi? Posez-vous cette question, et bien souvent, en fait, vous allez rationaliser, et c'est là où bah, les peurs, elles se dissipent, et on se dit, en fait, ok, je risque rien, quoi. Donc, bah, écoute, très bon conseil, merci énormément pour ton feedback, j'espère beaucoup que ça va aider les gens, je pense que oui, parce que tu as partagé pas mal de pépites. Est-ce que, je sais pas s'il y a des gens qui veulent te poser une question ou quoi, est-ce que toi, tu es sur les réseaux ou pas spécialement? Alors, je suis sur les réseaux, mais sous mon nom perso. J'ai pas de site internet, j'ai pas d'Insta ou de Facebook spécialement pour le copy. Mais sinon, même via Copy Mastering. Ouais, mais c'est ce que j'allais dire de dans la perche. Pour ceux qui sont pas dans Copy Mastery, il faut cliquer sur le lien en description. Et comme ça, vous pourrez parler à Elodie et à tous ceux qu'on a pu interviewer. Encore merci énormément pour ton temps, pour ton feedback. Et ben, ensuite, pas mal de réussite avec un bon rythme de chill pour faire des Ouais. revenus passifs et sans trop s'épuiser et en profitant de la vie. Exact. Bah, merci à toi de m'avoir invité et de m'avoir motivée parce que je me voyais pas forcément partager parce que je me disais j'ai pas une réussite extraordinaire et en fait quelle est ma plus-value mais en fin de compte ben non on est tous différents on a tous enfin quelque part moi je réfléchis ouais il y a un an en arrière bah si j'avais vu quelqu'un qui partageait peut-être ce type de témoignage bah ça m'aurait peut-être fait rêver aussi parce que je sais ce que je voulais c'est ce que je veux. Ouais, non, mais écoute, merci énormément et on se retrouve dans une autre vidéo pour les autres. Exact.